Et c'est la suite des matins avec vous, Charles Gardou. Bonjour. Vous êtes anthropologue, professeur à l'université Lumière Lyon 2, directeur de la collection Connaissance de la diversité, spécialiste des questions liées à la vulnérabilité humaine, particulièrement des situations de handicap, lesquelles sont dans l'actualité cette semaine. C'est toujours un peu dérisoire de dire qu'il y a une actualité pour les personnes handicapées, mais enfin, celles-ci sont au cœur aujourd'hui d'une polémique, puisque d'un côté, il y a une nouvelle campagne de sensibilisation décrétée par le gouvernement. Le gouvernement décrète que celle-ci est la plus ambitieuse depuis 16 ans. Et puis, de l'autre côté, il y a de nombreux accompagnants d'élèves en situation de handicap, on les appelle des AESH, qui ont défilé pour demander une meilleure valorisation de leur activité professionnelle. La faible reconnaissance de cette activité professionnelle traduirait, selon eux, un manque d'attention aux situations de handicap. Avant d'évoquer cela, j'aimerais que l'on réfléchisse, Charles Gardou, à ce qu'est le handicap. Comment le définir, vous qui êtes anthropologue et qui travaillez sur ces questions? Est-ce que vous pourriez nous fournir quelques éléments pour qu'on puisse penser cette question? Alors, la définition du handicap a beaucoup évolué. Nous étions préalablement très centrés sur les défaillances du corps, de l'esprit, les déficiences que vivait une personne, ses désavantages, ses incapacités. Donc, centration sur la personne, ce qui déresponsabilise en même temps les sociétés. Et peu à peu, nous avons évolué vers une définition qui prend en compte, bien sûr, à la fois la difficulté de la personne, qu'elle soit physique, motrice, sensorielle, psychique, mentale, mais également les effets de l'environnement. Et du coup, dans la définition, on en conclut que le handicap, c'est la résultante de la difficulté de la personne et d'un contexte soit facilitant, soit entravant, et qui donc vient minorer ou augmenter les effets de la déficience. Il est évident que souffrir d'une déficience visuelle dans notre pays assez confortable, on peut se faire soigner, s'équiper, c'est évidemment moins incident que dans un pays de grande pauvreté où les soins oculaires n'ont pas lieu. On le conçoit très volontiers. Et cette nouvelle définition, cette nouvelle conception du handicap fait du handicap une situation qui résulte de ces deux facteurs. Donc, c'est l'impact aussi des politiques sociales. Est-ce qu'il y a eu des étapes particulières dans la reconnaissance du handicap en France, Charles Gardou? Quand vous dites de la Est-ce reconnaissance... que les différentes campagnes gouvernementales, puisque en ce moment il y a une campagne de sensibilisation, certaines ont-elles marqué une date importante dans la situation des personnes handicapées? Alors, dans le temps assez proche, on peut retenir quelques dates. Tout d'abord, une loi majeure, c'est la loi d'orientation sur le handicap de juin 1975, la loi dite Veil. 30 ans après, une deuxième loi qui vient renforcer cette loi précédente, c'est la loi 2005. Et il y a une autre date qui crée événement, et on peut peut-être en parler un instant, c'est la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU. Cette loi, cette convention que la France a signée dès 2007, donc très vite, a ratifié fin 2009, début 2010, c'est un instrument juridiquement contraignant. Cette convention, compte tenu de sa ratification, a primauté sur le droit. Et ce qu'elle demande, c'est d'aller vers une société inclusive. C'est l'essence même de la Convention. C'est-à-dire une société qui permette des droits pour tous et pour chacun, sans exception. Droit à l'école, à la culture, à l'art, au travail, tous les articles, il y a 33 articles je crois dans cette convention, sont tout à fait précis et demandent aux sociétés ce cheminement vers une société perméable à ces formes de difficultés humaines et adaptatives. Comment définiriez-vous justement la notion d'inclusivité? Qu'est-ce qu'une société qui serait véritablement inclusive pour les personnes en situation de handicap, Charles Gardou? Alors, je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. Il y a aujourd'hui ce que j'en pourrais appeler une sorte de fièvre inclusionniste, c'est-à-dire faire de l'inclusion.
on va dire, étymologiquement, inclusion renvoie à l'enfermement. Quand on parle d'une inclusion dentaire, c'est une dent qui est prise dans la mâchoire osseuse et qu'il convient de désincarcérer. C'est vrai en métallurgie, c'est vrai en verrerie. Et le mot inclusion est un peu gênant en ce qu'il désigne un élément extérieur à un système qui est mis dans ce système et qui est susceptible de le perturber. Donc c'est un mot qui ne fait pas sens à lui-même. C'est pas ça dont a besoin une société. Il ne s'agit pas de faire de l'inclusion de manière mécanique, dogmatique et égalitariste. Tout le monde au même endroit, avec les mêmes moyens et au même moment. Non, ce n'est pas cela qui changera la société. Ce qu'il convient de faire, et c'est pour ça que je privilégie très largement le mot inclusif, une société inclusive qui s'oppose à une société qui maintient des exclusivités. Qui maintient des exclusivités en matière de droit, en matière d'éducation, en matière de travail. Notre société doit s'interroger sur encore des formes, je lâche ce mot, de privilèges. De privilèges, c'est-à-dire perdurent. qu'en fait, vous supprimeriez ou vous, disons, rechignez à utiliser le terme inclusion au profit d'un autre terme, Charles Gardou? Du terme inclusif, c'est-à-dire c'est un terme qui, en fait, n'apporte rien à lui-même au mot société, parce qu'étymologiquement, une société, c'est une alliance, c'est une communauté, unis par un même destin, c'est une coopération entre des compagnons. Donc le mot inclusif, qu'est-ce qu'il sert à rappeler le sens initial du mot société. Et il en augmente l'intensité. Je pourrais dire que c'est un exauceur de sens. Donc l'expression en elle-même est également un pléonasme. Le mot société suffit à lui-même. Mais le temps qui est le nôtre, qui est un temps qui tend à se fragmenter, où les communautés se raidissent, etc., eh bien, nous avons besoin d'un rappel, c'est faire société. Et puis, un autre terme qui est apparu, c'est le validisme. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Gardou? Est-ce que vous pourriez le définir et nous donner votre point de vue sur ce terme? Oui, alors le terme validisme renvoie à la question de la norme. La norme serait un modèle prototypique, un grand modèle humain qui n'existe pas d'ailleurs. L'humanité est une infinité de nuances, de variations, d'aspérités. L'humanité est loin d'être lisse. Donc le modèle, le validisme, c'est le modèle valide. Les uns seraient inconformes, anormaux ou invalides, et les autres valides. On pourrait dire que la plupart du temps, ils ne sont pas invalides, mais invalidés par le regard des autres. Mais dans le validisme, il y a aussi l'idée de calquer la stigmatisation des personnes handicapées sur le modèle du racisme, en utilisant un isme qui serait donc là, en l'occurrence, une forme de délit, puisque le racisme n'est pas une opinion, mais un crime. Par conséquent, est-ce que selon vous, on peut parler de validisme? C'est un terme que je n'utilise pas du tout, dans la mesure, là aussi, où il y a des effets communautaristes, il y a des effets de séparation, il y a une sorte de différentialisme au cœur de ça, et à terme, un effet de séparatisme. Et on sait, dans le domaine du handicap et dans tant d'autres, comment, à un moment donné, on peut s'imaginer qu'à partir de variations du corps, de l'esprit, de la couleur de peau, on peut séparer l'humanité, et de manière quelquefois apparemment inconciliable. Mais Charles Gardou, vous avez placé au cœur de votre réflexion sur les personnes handicapées la question de la norme. Or, cette norme, elle est de plus en plus complexe à définir. J'en veux pour preuve un débat, une notion qui est de plus en plus au cœur, là aussi, de notre société, les enfants à haut potentiel. Il y a eu un épisode de l'émission Être et savoir de Louise Touret qui a déclenché beaucoup de réactions. On va écouter, par exemple, un test qui permet de définir si un enfant est ou non HPI, comme on dit, c'est-à-dire haut potentiel. Dans les tests d'intelligence, on essaye d'avoir une vue assez large. Et donc on inclut par exemple des épreuves qui portent vraiment sur la mémoire, d'autres sur la vitesse. Pour lui, un seul réflexe pour confirmer un haut potentiel, passer un test officiel chez le psychologue. Cela dure environ 1h30, mais comptez plusieurs rendez-vous et en moyenne 300 € pour avoir les résultats. Clémence l'a passé quand elle avait 6 ans. Je devais être en CP quand du coup c'est la maîtresse que j'avais, je crois, qui a parlé à mes parents un peu que j'étais un peu au niveau au-dessus. Résultat, un très impressionnant 145 de QI.
J'étais surtout contente qu'il n'y ait pas de troubles associés, qu'il n'y ait pas de rééducation à faire, de choses comme ça. Après, on a rangé le test et puis c'est pas un sujet au quotidien. La définition donc du HPI, l'être à haut potentiel. Donc là, en l'occurrence, un enfant, puisqu'on entendait Nicolas Gauvry, un chercheur en sciences cognitives, qui définissait un test de détection. Et si cet exemple me paraît parlant, c'est parce qu'il y a de plus en plus de catégories. Alors par exemple, créées pour les enfants ou finalement, on a affaire à des enfants qui se distinguent de la norme. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Gardou, vous qui êtes anthropologue? Alors, cette question se pose dans notre contexte. Et l'anthropologie s'applique à resituer tous les phénomènes dans un contexte donné qui est le nôtre. Or, quel est notre contexte ? Dans notre contexte aujourd'hui, des normes sont proclamées, mises en scène à grand bruit. On ne se sent jamais à la norme, on est au-delà de la norme, on est dans le modèle ou on est hors modèle. Et en permanence, il y a cet effet de comparaison à une norme culturellement construite. Notre école, avec toutes ses qualités, en est le produit. En est le produit. C'est un système très pyramidal, il faut être au bon âge, à la bonne toise, à la bonne moyenne, au bon âge, faute de quoi on n'a pas sa place ou on devrait avoir plus que sa place. Et la résultante de tout ça, c'est que on catégorise des profils d'enfants. Les uns sont à haut potentiel, les autres ne peuvent pas suivre le mouvement et devraient en être extraits et mis dans des ailleurs. Ces normes culturellement construites sont en train, et de plus en plus, je crois, parce qu'elles sont développées ça et là, en tout secteur, aucun n'y fait exception, elles créent de l'exclusion, des phénomènes de domination et des phénomènes d'excessive différenciation. Bon, mais alors, là, il faut trancher le débat, parce que, ou bien, pour certaines personnes, il y a effectivement des enfants, des personnes plus âgées qui diffèrent de la norme. Alors, par exemple, les HPI, mais il y en a énormément. Il y a une multitude de catégories qui sont utilisées. Et donc, dans la première option, on considère que ceci préexiste à la catégorie. Et pour d'autres, au contraire, c'est la catégorie qui va créer la différence et qui va créer la stigmatisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr, c'est un effet de catégorisation. La catégorisation est nécessaire pour tenter de cerner un problème particulier, mais en même temps, la catégorisation est un piège. Dans une catégorie, on ne voit pas les visages. Et il y a toujours aujourd'hui cette aspiration créée, notamment chez les parents, de dire est-ce que mon fils est surdoué, est-ce qu'il a un potentiel plus élevé que les autres. Ça crée, si vous voulez, un mouvement aujourd'hui d'émiettement des communautés scolaires. Je vais les appeler comme ça pour l'occasion. Et on voit bien cet effet pervers. Dans une société, toute société au monde est normative. Il n'y a pas de société qui ne soit pas normative. Mais on voit bien que ces normes sont quelquefois considérées comme absolues et qu'elles se font source de ces catégorisations fermées, qui n'apportent rien, en fait, qui n'apportent rien, et qui sont source d'exclusion. On ne cesse finalement de fabriquer du hors-norme. Ce qui veut dire que la société inclusive, finalement, elle crée de l'exclusion ? Je ne crois pas. Non. Parce que si la société inclusive, elle repose sur des normes. Il y a prolifération de normes. Or, ces normes, dites-vous, elles font peser une pression importante sur un certain nombre de personnes qui s'en trouvent écartées. Est-ce que ça n'est pas finalement un paradoxe de cette société-là ? Alors, je ne crois pas. La société inclusive n'est pas du côté de la destruction des normes, elle est du côté de la déconstruction des normes, au sens de Derrida. Déconstruire les normes, désenquister, flexibiliser. L'idée, j'utilise souvent cette métaphore. Je conçois la société telle que la décrivait ou la concevait Aristote, la cité, comme une maison commune. Il faut bien s'accorder là-dessus. C'est une maison commune. Dans cette maison commune, il y a des compagnons de destin. C'est ce que nous sommes. Donc cette maison commune appartient par naissance même à chacun, par filiation et par titre généalogique. Il convient donc de l'aménager. Il ne s'agit pas de fermer des pièces à partir de catégories, mais de l'aménager, de la flexibiliser pour que chacun puisse y habiter le plus confortablement possible. Alors, l'un des biais pour inclure les personnes handicapées, c'est le sport, avec un développement important, notamment des disciplines paralympiques. On va écouter
un reportage, l'extrait d'un reportage, c'était à Rio à 2016 avec un record paralympique battu. Oh, il est bien parti, David Brown, il a pris un départ canon. Gomes aussi, le Brésilien qui s'accroche alors que Chikongo est en retard. C'est Brown qui va gagner la deuxième place pour Gomes et la troisième place pour Chikongo. 10,99 ou nouveau record olympique. Et Prado qui perd on voit les performances de ces athlètes. Il y a donc la possibilité d'imaginer un sport inclusif, Charles Gardou, et puis il y a peut-être aussi un corollaire de cela, c'est que pour certaines personnes handicapées, la pression du handicap est là, elle est tangible, et le fait de voir des sportifs paralympiques fait peut-être également peser une pression supplémentaire. Oui, alors la pratique du sport, elle est diverse. Et le sport bien-être pour le corps, pour l'esprit, le sport réalisation de soi, le sport pour dépasser les limites de notre incarnation. Tout ça, c'est très universel. Et puis le sport pour la compétition, pour les uns comme pour les autres. Et il s'avère que la blessure du corps ou de l'esprit induit donc des difficultés particulières. Cela dit, le handicap, c'est un singulier universel. Derrière cette singularité du corps ou de l'esprit, niche universelle, donc niche des désirs universels. Et on trouve ça, évidemment, chez les sportifs qui font de la compétition et qui veulent se dépasser en tout domaine, y compris des domaines qui nous paraissent interdits à eux. Et je crois qu'on trouve là quelque chose d'excessivement naturel. Et ces Jeux paralympiques, on peut, me semble-t-il, s'en louer, faute de quoi on ajouterait à l'exclusion. Ce qu'on peut peut-être regretter, c'est qu'ils soient trop séparés des Jeux olympiques. Je pense qu'on gagnerait à ce que la cérémonie d'ouverture, qui est toujours très joliment scénarisée, soit une cérémonie commune. Et c'est là, je crois, qu'on irait vers une visée inclusive. Mais d'un côté, on a un hiatus entre ces performances incroyables et le fait que pour certaines personnes handicapées, il n'est pas possible de prendre le métro à Paris. Tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai aussi bien au-delà du handicap. C'est vrai bien au-delà du handicap. On est en train de parler société inclusive en faisant un focus sur la question du handicap. Mais les privations de groupes minoritaires discriminés ici, autour de nous et dans le monde, dans tous les coins du monde, sont nombreuses. Donc effectivement, vous posez une problématique tout à fait particulière. Est-ce que parce que ceci est interdit communément et couramment aux uns, faut-il se priver du reste? Non, je pense que le reste nous invite également à faire attention au quotidien et non pas à des circonstances exceptionnelles comme celles que l'on cite. Ce qui montre effectivement qu'encore de nombreux progrès sont là pour accéder non pas peut-être à des termes ronflants, mais simplement à la vie quotidienne. Et c'est justement de cela dont il va être question dans la seconde partie de l'émission dans une vingtaine de minutes. Charles Gardou, je rappelle que vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste des questions liées à la vulnérabilité humaine et vous avez notamment publié La société inclusive, parlons-en aux éditions Erez. Vous serez rejoint dans une vingtaine de minutes par Pascaline Bon. Elle est AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap et représentante syndicale. Et l'on évoque le difficile avènement d'une société inclusive. Nous sommes en compagnie de l'anthropologue Charles Gardou. Vous êtes professeur à l'université Lumière Lyon 2, directeur de la collection Connaissance de la diversité, spécialiste des questions liées à la vulnérabilité humaine. On vous doit notamment La société inclusive, parlons-en aux éditions RS. Et puis en duplex, nous sommes en compagnie de Pascaline Bon. Bonjour. Bonjour. Pascaline Bon, vous êtes AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap et représentante syndicale. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste le travail justement des AESH ? Oui, alors moi je suis AESH dans un dispositif qui s'appelle la classe relais. Donc moi je suis AESH collective. Je travaille avec un professeur des écoles, avec plusieurs élèves dans la classe. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'AESH. Donc moi, je suis AESH collective. Il y a des AESH mutualisés et des AESH individualisés. C'est-à-dire attachés à un enfant.
Alors, moi, je suis attachée à une classe, donc au dispositif Relais, qui accueille des élèves en décrochage scolaire, qui ont des besoins éducatifs particuliers, qui sont en situation de handicap aussi. Les AESH mutualisés, elles, s'occupent d'élèves individuellement dans la journée. Elles passent de classe en classe, de cours en cours si elles travaillent dans les collèges ou dans les lycées. Et les AESH individualisées, elles respectent, en fait, elles sont là avec un seul élève, le temps de la prescription qui a été inscrite sur la prescription de la maison départementale des personnes handicapées. Et ce 19 octobre, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, donc on les appelle les AESH, ont été en grève. Pourriez-vous nous dire, Pascaline Bon, pourquoi ceux-ci ont décidé donc de ce mouvement social ? Alors, effectivement, il y a eu un mouvement de grève mardi 19 octobre. Eh bien, parce que c'est un beau métier que d'être AESH, mais qui n'est pas du tout reconnu par le ministère. Nous avons des moyens constants pour des besoins qui augmentent. Les élèves en situation de handicap ne sont pas tous accompagnés en France par des AESH, pourtant c'est un droit pour les familles et pour les élèves. La mutualisation des contrats des AESH dégrade l'accompagnement puisque les contrats sont précaires. Ils sont au plus souvent à 50% du temps, donc ça fait 19h35 par semaine. Et quand une AESH ou un AESH suit 3 élèves, eh bien on partage le temps, 19h, en 3. Donc ça fait un suivi qui est très limité, dégradé pour les élèves. On demande aussi un salaire digne de notre métier, puisque souvent, quand le SMIC augmente au 1er janvier, on se retrouve en dessous du seuil de pauvreté. Et un statut de la fonction publique. Et d'après ce qu'on a pu lire donc à la faveur de cette grève, le temps qui est alloué par l'État à ces enfants en situation de handicap, donc en l'occurrence temps d'AESH, celui-ci a diminué. Il devrait être de 7 à 8 heures par semaine et il est passé à moins de 4 heures, Pascaline Bon. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'État a créé les PIAL, c'est-à-dire les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, ce qui a permis de mutualiser les moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas embauché d'AESH, mais par contre, on a mutualisé les AESH pour qu'elles s'occupent d'encore plus d'élèves sur un même temps de travail. On n'a pas augmenté le temps de travail des AESH ni le salaire, mais par contre, on a augmenté l'accompagnement. Ce qui fait que les élèves qui n'ont pas une notification individualisée, c'est-à-dire avec un nombre d'heures réelles et inscrits sur leur notification, se retrouvent parfois avec seulement 4 heures d'accompagnement par semaine. Votre point de vue, Charles Gardou, vous qui êtes anthropologue, sur cette évolution et puis aussi sur cette grève des AESH. Si nous voulons faire advenir une société inclusive, dont nous avons parlé tout à l'heure, il nous faut mettre le paquet, pourrait-on dire ainsi, sur l'éducation. C'est évident. C'est évident. Et là, avec le propos de Pascaline, on considère aisément que l'intention est bonne, accompagner des enfants à besoins spécifiques dans le système éducatif qui est le nôtre, qui est un système, comme je l'ai dit, nous l'avons dit tout à l'heure, très normatif. C'est une manière d'aménager la maison, de faire école inclusive. Très normatif, il faut rappeler pourquoi vous dites ça, Charles Gardou. Parce que je crois que l'école dont nous sommes issus, vous et moi, est une école excessivement normative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être à la bonne classe, dans la bonne moyenne, sous la bonne toise, faute de quoi on se demande si notre place est là. Donc on est issu de ce système. Donc on voit bien qu'une école inclusive doit se flexibiliser. Et ce que dit Pascaline, justement, c'est que ces accompagnants scolaires qui sont tout à fait essentiels pour un enfant avec des difficultés spécifiques, de quelque ordre qu'elles soient,
sont la condition d'une école inclusive. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de considérer des quantités d'enfants attestées par des statistiques dans l'école, et leur augmentation bien sûr substantielle depuis la loi de 2005. On ne conteste pas cela, mais il faut se demander si le contexte scolaire est inclusif, c'est-à-dire s'il adapte ses temporalités, ses pédagogies, ses didactiques et son accompagnement. Et on voit bien, on peut s'accorder là-dessus, indépendamment de toute partition politique, que les conditions d'exercice aujourd'hui des AESH ne sont pas satisfaisantes, ni en termes de formation, ni en termes de temps consenti qu'ils peuvent consentir à des enfants fragilisés, ni en termes de salaire. Tout cela est assez bancal. Il y a beaucoup de turnover quand il s'agirait au contraire d'apporter une stabilité à des enfants particulièrement vulnérables. Il y a là incohérence du système. On ne peut pas se satisfaire, là aussi, et on revient à des normes statistiques, dit-on, je le dis, d'attester par la quantité et de ne pas s'interroger sur la qualité. Je dis simplement en un mot, là, nous sommes en train, si nous continuons ainsi, de faire de l'inclusion sans être inclusif. Faire de l'inclusion sans être inclusif, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on met des enfants dans le système scolaire. Si on considère que l'inclusion, c'est mettre dedans, comme je l'ai cité, oui, c'est ça, on les met dedans, au sens... mais ils peuvent vivre des formes de relégation et d'abandon à l'intérieur. Qu'est-ce que vous observez, Pascaline Bon, sur le terrain, justement, à cet égard, faire de l'inclusion sans être inclusif ? Eh bien, écoutez, effectivement, vu le temps qu'on peut parfois consacrer aux élèves, on voit bien que on n'a pas on n'est pas en capacité de leur donner le meilleur en classe. C'est très peu de temps, on court beaucoup. Il y a effectivement, comme disait Monsieur Gardon, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de démissions parce que le métier n'est pas attractif. Pourtant, les personnes qui travaillent, qui sont AESH, sont totalement engagées dans leur métier et ce n'est pas considéré comme un vrai métier. Et les élèves ont droit à ça, les familles ont droit. Et les AESH ont droit à avoir un vrai statut. Il y a encore des élèves qui n'ont pas d'accompagnant. Hein. Je ne sais pas combien il y en a en France, mais au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs élèves en France qui ne sont pas accompagnés alors que c'est un droit. Et alors, comment explique-t-on cela ? Alors, c'est évidemment la question du manque de moyens et la question donc de la difficulté à trouver les personnes compétentes dans les conditions que vous évoquez, Pascaline Bon, qui n'ont pas l'air d'être très attractives. Mais alors, ces élèves, que font-ils ? Comment réussissent-ils à suivre des cours ? Bien, les professeurs font preuve de beaucoup d'imagination et beaucoup d'adaptation pour eux. Ils sont dans la classe avec les autres élèves qui eux aussi peuvent les aider, mais qui peuvent aussi parfois être perturbés, puisque cet élève a besoin d'un accompagnement, il n'en a pas. Les adultes qui sont en présence dans les écoles, dans les collèges, sont là pour pallier à tout ça, mais en fait, c'est un droit qui n'est pas respecté. Les familles sont en attente, les élèves aussi, et c'est compliqué, c'est très compliqué pour tout le monde. Justement, une réaction par rapport à cela, Charles Gardou, par rapport à la manière dont cette profession est aujourd'hui précarisée, elle n'a pas été titularisée comme elle aurait pu l'être. On a affaire à des gens qui sont mal payés, qui sont sur des emplois du temps infernaux. Dans d'autres pays, comment fait-on ? Si vous voulez, l'affaire de la société inclusive, d'une école inclusive, c'est pas simplement une affaire de structure, c'est une affaire de culture. Or, comment peut-on agir sur la culture qui est la nôtre ? Et on ne peut pas agir sur cette culture sans mettre vraiment des moyens forts sur l'éducation dès la prime enfance et sur tout le continuum. Et de même, on ne peut pas agir efficacement sans la formation
formation des professionnels correspondants et notamment des AESH en leur donnant un statut digne. Il est évident, et nous ne battons pas la coulpe sans cesse dans d'autres pays, on n'est pas les derniers de la classe pour tout, mais sur ce point, nous ne sommes pas les premiers non plus. Il y a des pays qui ont davantage avancé. Oui, on n'aime peut-être pas le dire parce que ça nous dérange quelque peu, mais l'Italie, depuis sa loi de 77, a beaucoup plus progressé sur le plan d'une école pour tous, avec des plateaux de professionnels, la reconnaissance. Je pense aussi aux pays nordiques. Bon, effectivement, il y a des effets de nombre dans les pays, mais c'est pas simplement cela. Nous sommes Même issus... les États-Unis, Tout à fait. qui ne sont généralement pas perçus comme étant une société inclusive, il y a un certain nombre d'équipements pour les personnes handicapées dans les établissements scolaires qui n'existent pas en France. Je crois, on a été rappelé à l'ordre sur cette question dernièrement lors de l'audition de la France par la commission de l'ONU. Pourquoi a-t-on été rappelé à l'ordre? On avait signé cette convention, ratifiée, qui plus est avec son protocole facultatif. Il est donc normal qu'une commission dédiée de l'ONU vienne considérer l'effectivité de l'application. Et en fait, cette délégation française qui a été auditionnée, si ma mémoire est bonne, vers la fin du mois d'août, le rapport correspondant est sorti le 14 septembre, je crois. Et suite à cette audition, il y a un verdict. Il y a 20 pages de recommandations, de critiques, un peu sans ménagement, qui concernent l'ensemble des 33 articles de la Convention. Et qui nous rappellent, dans le pays des droits de l'homme, qu'il y a des manquements. Et ce qui est dit n'est pas ce qui est fait. Alors, évidemment, on peut passer par pertes et profits pour se rassurer, tout ça en se disant ce sont des critiques excessives. Je crois que ce qui nous permettra d'avancer, c'est de les prendre en compte. C'est de prendre un certain nombre de critiques en compte, même si d'aucuns pensent qu'elles peuvent être quelquefois exagérées. La première à prendre en compte, c'est que nous sommes restés dans une culture encore de la séparation. C'est vrai pour la question du handicap, mais je pense à la question du grand âge aussi. Pour avoir vécu ailleurs dans le monde... C'est la même chose, effectivement, avec les mesures qui sont prises. C'est la une de Libération, j'en parlais tout à l'heure, avec 4,8 millions de plus de 85 ans d'ici à 2050. Et là aussi, les procédures d'inclusion manquent. Tout à fait. Alors c'est vrai pour le grand âge, c'est vrai pour la question du handicap. On est dans une culture de la séparation. Et encore, on se dit, il faut des lieux à part, des ailleurs, même si quelquefois ces ailleurs sont des nulle part. Donc il nous faut reconstituer, il nous faut reconsidérer cette forme culturelle. Ça nous est difficile. Et l'ONU nous rappelle à l'ordre en nous disant, tout cela, c'est pas une affaire de compassion, c'est pas une affaire de paternalisme. C'est une affaire de droits humains. Et il y a encore dans notre pays des formes de discrimination à l'école, dans les lieux de travail, les lieux d'art, de culture, bref, sur tous les morceaux de la mosaïque sociale. Et nous finissons par les considérer comme naturels. Vous savez, il y a ce beau mot de Simone de Beauvoir qui disait « le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue ». Et du coup, voilà, la législation mérite d'être mise en acte de manière plus volontariste. Je ne nie pas les progrès qui sont faits. Le budget consacré au handicap est important. Je crois que ça nous place au 3e rang des pays européens. Le droit de vote pour les personnes handicapées, les simplifications. Je ne nie pas tout cela. Ça serait tout à fait... Le droit de vote, c'est normal. Le droit de vote qui a été accordé aux personnes handicapées qui ne l'avaient pas. C'est une mesure du gouvernement actuel. Mais il y a une distorsion entre le discours et l'action. Il y a une sorte de conflit entre l'intention et les actes, et l'ONU nous le rappelle dans divers secteurs, et notamment dans le secteur de l'école. Catalina de Vandas, qui était venue au titre de l'ONU dès 2017, nous avait dit ceci, et qui résonne avec mon propos de tout à l'heure: ne vous demandez pas simplement le nombre d'enfants que vous dites en inclusion scolaire, demandez-vous si les classes sont inclusives. C'est-à-dire si vous avez formé les profs, si vous avez valorisé les accompagnateurs, comme le souhaite Pascaline, c'est ce travail que nous avons à faire. Justement, Pascaline Bon, comment ça se passe, le travail avec les enseignants ?
Alors, c'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail d'équipe. On essaye de faire preuve d'imagination pour bricoler concrètement, hein, je vous parle concrètement du travail au jour le jour, hein. On bricole réellement des outils pour que les élèves se sentent mieux. On bricole des emplois du temps. On fait des adaptations, des accompagnements individuels. On passe beaucoup de temps à préparer et puis à essayer de sortir le meilleur pour que l'élève soit le plus, le plus inclus possible, et le plus détendu possible. Et là aussi, parce qu'on imagine que le faible temps alloué aux AESH est un problème supplémentaire pour les enseignants qui ne peuvent pas évidemment faire face à toutes les questions et à tous les problèmes qui sont posés quotidiennement par les élèves. Je veux parler de tous les élèves. Tout à fait. Déjà, le premier problème, c'est que les contrats des AESH sont des contrats précaires, c'est-à-dire à mi-temps. Souvent, c'est 19 heures par semaine. Donc, la paye ne suit pas non plus, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du... Pardonnez-moi, je vous coupe, Pascaline Bon. C'est du mi-temps contraint à chaque fois? C'est du mi-temps contraint, oui. Tout à fait. Oui. Il y a très, très peu de contrats à temps plein en tant qu'AESH. Ce sont les AESH qui sont dans les dispositifs ULIS, Unité locale d'inclusion scolaire, ou comme moi, en classe relais. Généralement, ces personnes sont en contrat à 100%, mais la majorité des contrats en France sont à 19 heures, ce qui ne couvre même pas, en fait, le temps scolaire de l'élève. Mais alors, comment est-ce justifié ? C'est pas justifié. Non, parce que c'est pas justifié. Donc, c'est effectivement ce que l'on découvre lorsqu'on s'intéresse à la condition des AESH. On se rend compte que ceux-ci sont en temps partiel contraint, donc je répète, et on ne voit pas très bien de raison pour que ceux-ci soient en temps partiel contraint, parce que ça les maintient dans une situation de précarité, ça vous maintient dans une situation de précarité. Vous pouvez légitimement considérer que le salaire qui vous est versé ne vous permet pas de vivre de ce seul emploi. Nombre d'AESH ont une activité à côté du métier d'AESH parce qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois, parce qu'en plus de ça, on est payé en dessous du SMIC tous les 1er janvier. Et, du fait de la revalorisation du SMIC. Tout à fait. Du fait de la revalorisation, on se retrouve en dessous. La grille indiciaire est tellement au ras des pâquerettes qu'on perd un indice à chaque fois et on est obligé à chaque fois de revaloriser notre indice plancher puisque le SMIC augmente et sinon on est payé en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est catastrophique, hein. On a demandé au ministère une refonte totale de notre grille indiciaire parce que c'est déplorable comme situation. Pour un métier pour lequel les personnes sont vraiment investies, aiment leur métier, on ne peut pas accompagner un élève en situation de handicap et ne pas être investi comme on l'est. C'est intéressant, on n'est pas formé, vous en avez parlé tout à l'heure. On est formé, on a une formation de 60 heures la première année, qui a été un peu tronquée avec le Covid, ça a été un peu le bazar là, ces 2 dernières années, et du coup, on arrive dans le métier sans être formé. Ce qui explique là aussi le turnover, autrement dit le renouvellement des AESH, puisque donc peu de paye et des situations de travail difficiles, tout cela incite les personnes à aller chercher un autre travail quand ils le peuvent. Tout à fait, exactement. Malgré l'investissement des personnes qui sont en place, il y a beaucoup de démissions. Et parce que le métier n'est pas attractif et puis les personnes cherchent, hélas, souvent c'est à contre-cœur parce que le métier en lui-même, nos journées sont vraiment intéressantes, c'est vraiment un régal d'accompagner les élèves. Mais voilà, les conditions sont pas bonnes, les conditions de contrat, les conditions de salaire, les conditions de précarité, de mutualisation, de PIAL, de statut de la fonction publique, tout ça dégrade notre beau métier. Charles Gardou, on voit que finalement, cette condition des AESH est la condition donc réservée aux élèves en situation de handicap et
malheureusement un peu à l'unisson des autres conditions des personnes handicapées dans la société française. On parlait des transports, il y a un certain nombre de situations où l'accessibilité, cette inclusion est un projet, mais un projet qui est encore loin d'être abouti. C'est ça, c'est le défi, c'est de passer de la parole aux actes. Là, on s'accorde éthiquement sur les principes et on a une véritable difficulté à passer aux actes parce que je crois qu'il y a quelques leviers essentiels à actionner au-delà de discours, au-delà d'exhortation morale. La société n'est pas un bien privatif. Chacun, par naissance, blessé ou non, par le hasard d'une naissance ou d'une vie, est légataire de ce qu'une société a de plus noble ou de meilleur. Et il n'est pas besoin de label de normalité pour confirmer cela. Chacun est héritier. Et on voit bien qu'il y a là des systèmes de hiérarchisation des vies, dans ce que dit Pascaline. On réserve l'excellence à ceux qui ont déjà. Et ensuite, on met en place des palliatifs ou des remédiatifs insatisfaisants pour ceux qui en auraient davantage besoin. Il y a là un défaut d'équité. Il y a là un défaut d'équité à partir d'une vision culturelle qui, j'en ai fait le sous-titre du livre que vous avez bien voulu évoquer, parce qu'il n'y a pas de vie minuscule, parce qu'il n'y a pas non plus de vie majuscule. Et aujourd'hui, notre culture s'organise à partir de ce fantasme-là. Et le statut dégradé des AESH renvoie à cette vision. Il y aurait des élèves d'une autre catégorie qui auraient des besoins que l'on reconnaît particuliers, mais qui pourraient se satisfaire d'accompagnateurs peu formés, mal payés, instabilisés. Voilà, c'est cela qu'il faut remettre en cause. Et c'est la cohérence entre ce qui est affirmé comme droit et leur effectivité. Mais alors, ce qui peut leurrer lorsqu'on n'est pas habitué de ces questions, lorsqu'on n'en est pas spécialiste, Charles Gardou, c'est qu'il y a beaucoup de campagnes de communication, campagnes d'État, campagnes annuelles, campagnes de sensibilisation. Est-ce que ce sont des campagnes qui n'ont comme seul effet qu'un effet d'affichage, sans mauvais jeu de mots? Est-ce que on considère par exemple que la fin des discriminations est le but à atteindre, mais on ne se donne pas les moyens d'apporter des évolutions aux conditions de vie concrètes de ces personnes? Dans la campagne qui s'annonce comme dans d'autres, l'intention n'est pas contestable, je ne la conteste pas. Ce que j'interroge, c'est l'efficacité. Cette campagne, à la suite d'un rapport d'ailleurs du Conseil des droits de l'homme, qui veut lutter contre les préjugés, les stéréotypes et autres obscurantismes persistants. Donc l'intention n'est pas contestable. Cela dit, il nous faut interroger l'efficacité. Et je l'ai dit tout à l'heure, à titre de mon point de vue, la seule œuvre utile, c'est l'investissement puissant dans l'éducation, du plus petit âge jusqu'à la fin de la vie. Et c'est cela qui transforme une société. Vous savez, Pestalozzi, qui était un homme d'abord politique suisse, qui est devenu ensuite pédagogue, disait « J'ai essayé la politique, ça ne marche pas. J'ai essayé l'éducation, c'est la seule œuvre utile. » Et je crois que c'est là que se transforme une société, c'est là que se façonne un regard, parce qu'on ne peut pas considérer qu'un enfant tenu dans des milieux aseptisés deviendra par miracle un adulte perméable aux formes de diversité et de fragilités humaines. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est cela. Et dans ce que disait Pascaline, ça nécessite aussi la revalorisation de toutes les professions investies dans l'éducation. Alors la campagne, pourquoi pas? Je souhaite qu'elle soit efficace. Je ne voudrais pas qu'elle soit un moment fugitif que l'on oublie très très vite. Pascaline Bon, je l'ai dit tout à l'heure, le 19 octobre, les AESH étaient en grève. Aujourd'hui, vous êtes reçu par les autorités. Il y a des négociations en cours? Oui, alors il y a des négociations en cours. On a déjà eu avec le ministère des discussions à propos de la grille indiciaire dont je parlais tout à l'heure pour notre salaire. On souhaite, on a d'autres revendications. Hein. On espère que le ministère va ouvrir au moins le débat pour qu'on puisse donner nos doléances, qu'on puisse être écouté enfin. Et que les choses se mettent en place, parce qu'il faut faire un constat et ensuite il faut activer les leviers. Mais est-ce que vous avez justement l'impression d'être entendu? Est-ce que cette grève a porté ses fruits?
Pour l'instant, non. On n'a pas vraiment l'impression d'être entendu. Et si vous interrogez les AESH un peu partout dans le pays, elles vous diront il et elles vous diront, je dis elles parce que c'est quand même un métier à 90%, où il y a 90% de femmes, elles vous diront qu'elles ne sont pas entendues, qu'ils sont les grands oubliés de l'éducation nationale, et qu'on parle très peu de nous et le ministère fait très peu d'efforts pour nos conditions de travail. Après, la grève a été suivie dans les régions, dans les départements, au niveau national à Paris, il y a eu une manifestation aussi. Il y a une intersyndicale qui est en place et qui va faire bouger les choses aussi. Moi, je fais partie du syndicat du SNUEPP FSU qui accompagne les AESH dans leur démarche et dans leurs demandes. On suivra le mouvement national et on fait aussi des actions locales partout en France. Merci Pascaline Bon, je rappelle donc que vous êtes AESH et représentante syndicale. Et merci à vous Charles Gardou, vous êtes anthropologue et on vous doit notamment la Société inclusive. Parlons-en aux éditions RS.